3 feuilles jaunes du bas, c'est le seul signe fiable que ton ail d'hiver doit être arraché dans les 2 à 3 jours qui suivent. Rate cette fenêtre de quelques jours seulement et la tunique éclate sous terre. La tête se défait en gousses séparées avant même que tu sortes la fourche. Pourquoi 3 feuilles exactement et pas 2, pas 4? Parce que chaque feuille verte correspond à une couche de tunique protectrice autour de la tête et en dessous de 3, il ne reste plus assez d'enveloppe pour tenir les gousses ensemble pendant le séchage. À la fin de cette vidéo, tu sauras reconnaître ce moment au doigt et à l'œil et tu connaîtras l'autre erreur que 9 jardiniers sur 10 commettent juste après l'arrachage. Celle qui gâche la conservation même quand la récolte était parfaitement mûre. Elle tiendra jusqu'au printemps ou pourrira avant le nouvel an. Tu as probablement arraché l'ail à une date fixe parce que c'était noté comme ça sur le calendrier ou parce que le voisin par-dessus la clôture avait déjà arraché le sien et s'en était vanté. Je ne vais pas te gronder car tout le monde faisait comme ça. Moi-même, je faisais comme ça pendant des années, jusqu'à ce que je m'en morde les doigts. Personne ne t'a jamais dit une chose toute simple. L'ail ne regarde pas le calendrier, il regarde le soleil et son propre feuillage. La sortie de ce piège ne coûte pas un sou. Elle ne coûte absolument rien. Simplement, on n'a pas l'habitude d'en parler à voix haute. Je vais t'expliquer maintenant pourquoi c'est comme ça. Tu n'es pas coupable du fait que ton ail se conservait mal. Vraiment, pas du tout coupable. Ce savoir n'est simplement jamais devenu populaire. Personne n'a gagné d'argent dessus, donc il n'est entré ni dans la publicité, ni sur les sachets de semences colorées. Réfléchis toi-même. Sur le bon moment pour arracher, le magasin ne gagne rigoureusement rien, car c'est ton œil et ta tête d'essai au bout du rang, pas une marchandise sur l'étagère contre de l'argent. Ce n'est pas un complot, ni un secret caché aux gens, mais une logique commerciale ordinaire. Ce qu'on ne peut pas vendre, on n'en parle tout simplement pas. Rappelle-toi ton grand-père ou ta grand-mère, rappelle-toi leur grenier. Chez eux, l'ail pendait en tresse jusqu'au printemps, dur, sec, craquait sous le doigt, et personne n'en rachetait au magasin. Ils ne connaissaient pas le mot savant sur les phases de maturation, mais ils regardaient la plante chaque jour parce qu'ils vivaient avec elle côte à côte. Moi, pendant notre conversation, je te promets de tout décomposer point par point. Tu découvriras 3 signes précis par lesquels la plante elle-même te dit « c'est le moment ». Tu connaîtras la fenêtre exacte en jour où il faut entrer avec la fourche dans le carré. Tu comprendras pourquoi, une semaine avant l'arrachage, il faut complètement arrêter d'arroser et tu apprendras à déterrer de façon à ne blesser aucune tête. Plus tard, vers la fin, je te dirai pourquoi le même ail, une année c'est de l'or et une autre année c'est de la poussière. Et ça, c'est le plus important. Imagine maintenant un tableau très familier pour chacun. Tu as laissé l'ail en terre juste une semaine de trop parce que tu as décidé qu'il mûrisse encore, qu'il se gorge bien. Tu l'arraches et la tête se défait déjà dans tes mains en gousses séparées. La tunique s'est craquelée, l'enveloppe a éclaté aux coutures. Les gousses sont nues, sans aucune pellicule. Et tu restes debout au-dessus du carré et tu ne comprends absolument rien car tu as arraché comme toujours au même moment que l'an dernier. L'an dernier, ça a tenu jusqu'au printemps. Cette année, ça s'est désintégré encore dans la terre. La même variété, le même carré, tes mêmes mains. Ce sentiment d'impuissance familier quand tu as tout fait correctement en apparence. Alors voilà, il y a une raison. Elle est simple et compréhensible et elle n'a rien à voir avec le mauvais temps ni avec le mauvais œil de quelqu'un. Reste avec moi car c'est exactement là que j'expliquerai pourquoi le même ail une année c'est de l'or et une autre année c'est bon à jeter. Maintenant, écoute l'histoire par laquelle j'ai appris tout ça au départ. Il y a une erreur de cycle dans la récolte de l'ail que presque personne ne remarque et elle coûte jusqu'à la moitié de la réserve avant le printemps. La plupart des jardiniers fixent une date dans leur calendrier et récoltent ce jour-là, qu'il pleuve, qu'il fasse chaud ou que la plante soit prête. Mais l'ail ne sait rien de ton calendrier. Certaines années, il mûrit 10 jours plus tôt. D'autres années, il a besoin de 2 semaines supplémentaires. Si tu l'arraches au mauvais moment, les bulbes pourrissent ou sèchent avant mars. Il existe pourtant un moyen simple de savoir exactement quand récolter. Ça ne nécessite ni thermomètre, ni tableau, juste tes yeux et tes mains. Dans les années 70, un agronome nommé Opanas Gricko-Lozovi travaillait dans une station expérimentale de la région de Tcherkassy, en Ukraine. C'était un homme déjà âgé, avec des mains abîmées par le travail et des lunettes épaisses. Il emmenait les gens dans les champs et répétait toujours la même chose, au point que ses supérieurs en avaient assez de l'entendre. Imaginez cet homme penché au-dessus d'un plant d'ail, pointant du doigt les feuilles. Il disait « Ne regardez pas ce papier avec la date de récolte, regardez les feuilles de l'ail lui-même.
Elles vous diront tout. Lozovi comptait les feuilles, simplement comme on compte de l'argent. Il disait que chaque feuille verte correspondait à une tunique vivante autour du bulbe. Tant que la feuille reste verte, elle nourrit et épaissit cette tunique. Ses collègues agronomes se moquaient de lui à la pause cigarette. Le vieux est devenu bizarre, disait-il. Il passe son temps à compter des feuilles. Mais il y avait un problème plus large. La direction régionale avait imposé une date de récolte unique pour tous les kolkhozes du district, la même pour toutes les exploitations en même temps, parce que c'était pratique pour les rapports et pour la collecte. La plante, elle, ne connaît rien au plan ni au rapport administratif. Une année, le printemps est chaud et l'ail mûrit 10 jours plus tôt que l'année précédente. Une autre année, il fait froid et humide et il prend 1 semaine ou 2 de retard. Pensez à votre propre potager. Est-ce que tout mûrit exactement à la même date chaque année? Lozovi menait son expérience sur 2 parcelles voisines, côte à côte. Sur l'une, on récoltait strictement à la date fixée par le calendrier, comme ordonné par le district. Sur l'autre, il entrait dans le champ quand les 4 ou 5 feuilles du bas avaient enjauni, mais que le sommet restait encore vert. Imaginez ces 2 parcelles le même jour. Sur la première, des tiges sèches et cassantes dépassent du sol parce qu'on a récolté trop tard. Les bulbes ont été arrachés à la hâte. Sur la seconde, les plants sont encore fermes, le feuillage est vigoureux, le bas commence juste à jaunir et on les déterre soigneusement un par un. Voici les chiffres qu'il a notés à la main dans un simple cahier à carreaux. L'ail récolté selon son critère s'est conservé jusqu'au printemps à plus de 90%. Bulbe après bulbe, ferme, sec, lourd dans la main. Celui récolté strictement à la date officielle avait séché ou pourri à moitié avant mars. Certains bulbes avaient été arrachés encore immatures et d'autres avaient déjà trop attendu dans la terre. Imaginez cette différence. Quelques jours de plus ou de moins sur la planche et la moitié de la récolte part à la poubelle au printemps. Mais il y avait encore un autre chiffre, celui qui donne vraiment à réfléchir. Sur sa parcelle, la quantité d'ail utilisable qui arrivait au printemps était environ 1,5 fois supérieure à celle de la parcelle voisine, par hectare. La plante elle-même avait indiqué le bon moment, pas un papier venu du district. Pourtant, la direction n'a pas du tout apprécié comment inscrire dans un plan rigide, récolté quand la 5e feuille en partant du bas jaunit. Un plan aime les chiffres ronds et les dates fixes, pas une feuille vivante sur une tige. Lozovi a été discrètement écarté de son poste. Ne troublez pas l'ordre, lui a-t-on dit. Faites comme tout le monde. On raconte qu'il a fini sa vie dans cette même station, comme simple ouvrier, et qu'il continuait quand même à sortir dans les champs pour compter ses feuilles tout seul, pour lui-même. Il est resté sur sa position jusqu'au bout, parce qu'il savait avec certitude qu'une plante est plus intelligente que n'importe quel papier imprimé. Et savez-vous ce qui est le plus intéressant dans tout cela? De nombreuses années plus tard, et de l'autre côté de l'océan, en Amérique, des fermiers sont arrivés de manière indépendante, exactement à la même règle. Ils comptent les feuilles vertes depuis le haut. Quand il reste 4 ou 5 feuilles vertes et que le reste a jauni, alors il est temps d'entrer dans le champ avec la pelle. Chaque feuille correspond aussi chez eux à une tunique autour du bulbe, une pour une. 2 pays différents, des époques différentes, des langues différentes. Aucun lien entre ces personnes. Et pourtant, ils ont trouvé la même règle. La plante dit la même vérité à tous ceux qui sont prêts à l'écouter. Le moment où vous pressez le col entre vos doigts arrive plus vite que vous ne le pensez. 3 jours séparent la récolte parfaite de l'ail raté. Presque personne ne comprend ce qui se passe à l'intérieur de la plante pendant ces 72 heures. Et c'est exactement pour cette raison que la moitié des têtes finissent par se désagréger sur l'étagère avant Noël. Voici le mécanisme simple que vous devez graver dans votre mémoire pour ne plus jamais vous tromper avec l'ail. Chaque feuille verte de l'ail correspond à une tunique protectrice autour du bulbe. Tant que la feuille est verte et vivante, elle nourrit la tête par photosynthèse. La tête grossit et forme ses tuniques protectrices, couche après couche. Quand les feuilles du bas jaunissent et sèchent, la plante ralentit sa croissance et concentre son énergie dans le bulbe. La tête finit sa maturation et se referme. Récoltée quand 4 ou 5 feuilles du bas ont jauni et que le haut reste vert. Vous obtenez alors plusieurs tuniques sèches et solides qui protègent la tête tout l'hiver. Expliquez ça à votre voisin simplement. Dites-lui, chaque feuille qui sèche laisse une tunique autour de la tête. Plus il reste de feuilles vertes à la récolte, moins les tuniques extérieures sont bien formées. Si vous récoltez trop tôt, presque tout le feuillage encore vert, les tuniques seront insuffisantes. La tête sort peu protégée. Regardez ce qui arrive quand vous récoltez trop tôt. Vous avez déterré alors que tout le feuillage est vert de haut en bas.
Les tuniques autour de la tête sont presque absentes parce que la plante n'a pas eu le temps de les former. La tête ressort petite, peu protégée, humide et froide. Elle ne tiendra pas longtemps. Elle va se dessécher vite ou pourrir, faute de tunique. Passons au col, celui que vous avez palpé entre vos doigts. Imaginez-le comme un indicateur de fermeture du bulbe. Tant qu'il est vert, ferme et charnu, la tête se développe. Dès qu'il ramollit, s'amincit, devient étroit comme une ficelle, c'est fini. La tête s'éclose. Si vous attendez encore, les tuniques extérieures risquent de se fendre et la tête peut commencer à se diviser. Voyez ça concrètement. Le col, c'est l'indicateur de fermeture d'un contenant. Tant qu'il est charnu et vert, le bulbe se forme. Dès qu'il faiblit et sèche complètement, la fenêtre de récolte optimale est passée. Allez palper ce col ce soir même. Ne remettez pas à demain. Voici l'erreur la plus fréquente. Êtes-vous prêt à l'entendre? Elle se cache là où vous l'attendez le moins, dans un raisonnement qui semble logique. Une personne attend que tout le feuillage soit complètement sec et couché au sol. Elle pense qu'il vaut mieux laisser bien mûrir, que rien ne presse si le temps est sec. Ça semble tellement logique, tellement correct. Avec les pommes de terre, avec les oignons, on attend que les fans tombent et sèchent. Beaucoup de jardiniers font ainsi, même certains guides anciens le conseillaient. Comment se tromper là-dessus? En réalité, attendre que tout le feuillage soit sec, c'est récolter trop tard. La pire chose que vous puissiez faire avec l'ail d'hiver. Parce que quand tout le feuillage a séché, la plante a déjà renvoyé ses sucs vers le bas, la tête s'est refermée et maintenant, ces tuniques sèches cuisent au soleil pour rien. La tunique devient cassante comme un vieux journal. Elle craque, éclate au moindre contact et la tête en dessous se défait en gousse nue. Le verrou du col a claqué depuis longtemps et vous attendez là un miracle qui ne viendra pas. Et voici la traîtrise. Entre c'est le bon moment et vous avez trop attendu. Il ne passe que 3 à 4 jours. Le moment est déjà passé et tu ne l'as même pas vu. Tu n'as physiquement pas pu remarquer cette différence au potager parce qu'elle est minuscule, presque invisible. La note arrive en hiver. Dis-moi franchement, tu es allé chercher de l'ail au cellier en février pour la soupe. Tu prends une tête, elle est légère, creuse. L'enveloppe se désagrège. À l'intérieur de la poussière sèche et des gousses vides. Tu en jettes 1, 2, 3 sur 10. Il en reste 3 ou 4 bonnes. Et après, tu files au marché racheter de l'ail 3 fois plus cher sans même savoir ce que tu achètes. 5 à 7 jours après le bon moment, l'enveloppe s'est déjà fissurée. Une semaine plus tard, la tête ne tiendra même pas un mois au cellier. Écris-moi en commentaire, la main sur le cœur. Tu as récolté selon le calendrier ou selon la plante elle-même et indique ta région, je te le demande vraiment. Nous allons construire ensemble une carte vivante, voir où il fait quel temps et quand, qui vit ce moment précis, parce que ce sera plus utile que n'importe quel calendrier imprimé du kiosque. Et au passage, réfléchis combien de têtes tu as jetées l'hiver dernier et si ce n'était pas justement à cause d'une récolte trop tardive. Maintenant, prends un crayon et note le protocole, court et pratique. Premier point, quelques jours avant la date prévue, dégage avec précaution une tête tout au bord de la planche et examine-la à la lumière. Prends-la par le côté, à la main, ne tire pas sur le feuillage. Si la tunique est dense, sèche et ne se déchire pas sous le doigt, c'est le moment. Si elle est fine, humide et se déchire facilement comme du papier à cigarette, c'est encore trop tôt. Remets la tête en terre et attends. Cette seule tête d'essai ne te coûte rien, mais elle te dit plus que n'importe quel calendrier. Deuxième point. Compte les signes sur la plante elle-même. Il y en a exactement 3. En bas, 4 à 5 feuilles ont jauni et séché. En haut, c'est encore vert. Le col est devenu mou et fin sous les doigts. Et sur les variétés qui montent à fleurs, il y a un 3e signe, le plus précis. La hampe s'est complètement redressée comme une corde et la capsule avec les bulbilles à son extrémité s'est fissurée et ouverte. Ça, c'est le signal le plus fiable, impossible de se tromper. 3e point, à propos du calendrier, mais seulement comme repère. L'ail d'automne à hampe se récolte de la mi-juillet à la fin juillet, en gros entre le 10 et le 25, ou compte comme ça, 85 à 110 jours après la levée homogène au printemps. Les variétés précoces se situent près de 90 jours. Les tardives tirent vers 110 jours. Mais grave bien ceci dans ta tête. La date n'est qu'un repère. Ton vrai patron, c'est la plante, pas le calendrier accroché au mur. 4e point. Une semaine et demie avant l'arrachage, arrête complètement tout arrosage. Pas un seau d'eau, pas une goutte. Parce que l'humidité, à ce moment-là, favorise l'éclatement des tuniques et les pourritures. Laisse la terre devenir sèche. La tête sortira sèche et propre.
5e point, la nuance sans laquelle tout ce qui précède ne vaut rien. Arrache uniquement à la fourche. Approche-toi par le côté en te décalant d'une main entière du rang. Tiens la fourche droite, le manche vers toi, et enfonce les dents verticalement à fond sur toute la hauteur de la lame, pour passer bien en dessous des têtes. Pas avec la bêche, tu entends, parce que la bêche coupe les têtes en deux comme avec un couteau. Et ne tire pas sur la tige à la main, tu arracherais le plateau et ouvrirais une voie directe aux pourritures. Soulève avec la fourche par en dessous la motte de terre, secoue-la légèrement, récupère les têtes à la main. Vérifie chaque col avec les doigts, un bon col, sec et fin, mais qui tient encore solidement, et porte tout de suite à l'ombre sous un abri. Séchage 7 à 10 jours en courant d'air, ne pas laver ni tailler avant l'heure. Une tresse correctement séchée crépite et frotte. Le feuillage est devenu comme de la paille et le col s'est refermé pour de bon. Maintenant, sors au potager, tâte le col et compte les feuilles du bas. Le moment de la récolte dépend aussi du type que tu cultives. Dans beaucoup de régions, cette fenêtre s'ouvre en quelques jours à peine. L'ail de printemps, celui qui se plante au printemps, se récolte bien plus tard, entre la deuxième moitié d'août et la mi-septembre. Ne confonds jamais ces deux calendriers. L'ail d'hiver à tige florale ne supporte pas d'attendre trop longtemps, tandis que l'ail de printemps continue plus longtemps sa croissance dans le sol. Retiens cette différence, elle évite bien des déceptions chaque année. Maintenant, assemble tous les signes en une seule image claire. Le feuillage vert au sommet, c'est l'enveloppe vivante qui protège la tête. Le col mince et souple, c'est le verrou qui va bientôt céder. Tu n'apprends pas des tableaux compliqués par cœur. Tu lis simplement la plante comme tu lis un visage familier. Tu vois les signes qui s'accumulent, tu observes ce qui change et tu comprends sans forcer. L'ail se tient devant toi et te montre doucement ce qui se passe à l'intérieur. Quand tu as compris ce principe une fois, il fonctionne chaque saison. Pense maintenant à ce qui disparaît de tes dépenses quand tu attrapes ta fenêtre. Disparaît cette frustration de mars quand tu te tiens devant l'étal à trier les têtes des autres et qu'elles sont molles avec déjà une pousse verte. À la place, tu vas dans ta réserve, tu prends en main une tête ferme et sèche. Elle est lourde, elle sonne, elle est à toi. Tu pèles une gousse pour le bortsch, elle est blanche et piquante. Et tu connais chacun de ces jours depuis le rang jusqu'au bol. C'est cette dignité tranquille qui mérite que tu sortes aujourd'hui même tâter le col. Et maintenant, ce que personne ne demande à voix haute. Pourquoi la même variété, sur le même rang, une année se conserve jusqu'au printemps et l'autre année se défait dans le sol dès l'été? Parce que la fenêtre de maturité n'est pas fixée par une date au calendrier, mais par la plante elle-même selon la météo de cette année précise. Un été pluvieux retarde le moment, un été sec l'avance, et seule la plante connaît la vérité sous ses tuniques. Imagine 2 potagers séparés par une clôture, même terre, même variété. Plantés la même semaine l'automne précédent, arrosés depuis le même tonneau. Sauf qu'un jardinier sortait chaque matin, se penchait sur le rang, tâtait le col et comptait les feuilles basses. L'autre attendait le week-end et consultait le calendrier de la cuisine, parce que son père faisait comme ça. Quand le premier faisait déjà sécher sa récolte à l'ombre, le second a bêché trop tard et la moitié de ses têtes s'est défaite en cailleux directement dans le sol. Même clôture, même météo. Une différence dans un seul regard. Tu as maintenant un choix simple et je veux que tu le fasses tout de suite, sans remettre à plus tard. Chemin numéro 1, ancien et habituel, bêcher selon la date du calendrier ou parce que le voisin a déjà récolté, puis regarder les têtes éclatées dans le sol, les cailleux se dénuder et prendre l'humidité et racheter l'ail des autres en hiver. Chemin numéro 2, sortir le matin, compter les feuilles vertes et tâter le col du bout des doigts, attraper tes quelques jours, mettre la récolte à l'ombre et manger ensuite ton ail jusqu'au printemps. Écris dans les commentaires une seule lettre, A ou B, et explique pourquoi. Pas pour moi, explique pour toi. Parce que quand tu prononces ta décision à voix haute, tu t'entends enfin. Et écris aussi combien de rangs d'ail tu plantes et dans quelle région tu es, car la fenêtre en Odessa et en Tchernihiv s'ouvre à des moments différents. Pendant que tu lis ces mots, sous le sol se déroule déjà un travail silencieux, invisible d'en haut. Les tuniques de la tête sèchent une à une, le col s'amincit et ce verrou se prépare doucement à céder. La plante ne regarde pas le calendrier de ta cuisine. Elle compte son propre soleil et sa propre eau à sa manière. Elle travaille en bas, dans l'obscurité, pendant que toi, en haut, tu bois ton thé du matin. Le moment où tu déterres l'ail en lisant la plante elle-même, tu fais bien plus qu'une simple récolte.
tu restitues à la plante sa vocation naturelle, car elle a toujours su reconnaître son propre temps, et tu apprends enfin à l'écouter. L'agronome Opanas Lozovi avait compris cela un jour en comparant deux parcelles cultivées différemment. Aujourd'hui, cette règle passe entre tes mains et devant tes yeux. Une fois les têtes sèches, regroupe-les en bottes et suspends-les sous un auvent, comme on suspend du linge au fil à sécher. Elles resteront alignées, légères et sèches, et attendront leur tour jusqu'au printemps suivant. Chaque fois que tu passeras devant elles, tu sauras que tu as respecté le bon moment, car chaque tête ferme en témoigne. La force ne réside pas dans le calendrier accroché au mur. Elle se trouve dans le geste de sortir observer la plante, de te pencher vers elle et de l'examiner. Demain matin, sortez dans votre parcelle avant que la rosée ne s'évapore et regardez-la attentivement. L'erreur la plus répandue en fin de culture consiste à récolter selon une date fixe, alors que chaque saison modifie la vitesse de maturation. Un printemps frais retarde le jaunissement du feuillage, un été sec l'accélère. Si vous arrachez l'ail alors que 2 ou 3 feuilles restent encore vertes, les bulbes continuent à grossir et le calibre final peut augmenter. Si vous attendez que tout le feuillage soit couché et brun, les enveloppes risquent d'éclater et les cailleux de se détacher, ce qui rend la conservation plus difficile. Le bon moment se situe généralement dans une fenêtre de quelques jours. L'observation directe permet de le repérer. Après l'arrachage, évitez de laver les têtes. La terre sèche se détache d'elle-même une fois les bulbes suspendus et l'eau favorise le développement de pourritures pendant le stockage. Coupez les tiges à quelques centimètres au-dessus du bulbe une fois le séchage terminé, jamais avant. Une tige coupée trop tôt laisse une ouverture par laquelle les pathogènes peuvent pénétrer. Stockez dans un lieu sec, aéré, à l'abri de la lumière directe, entre 12 et 18 degrés. Un grenier ventilé, un cellier frais ou une remise isolée conviennent. L'humidité excessive favorise les moisissures, la chaleur prolongée dessèche les cailleux et altère leur qualité. Contrôlez les bottes régulièrement. Retirez toute tête qui ramollit ou présente des taches, car une tête atteinte peut contaminer les autres par contact. Cette vigilance aide l'ail à traverser l'hiver et à rester utilisable jusqu'à la prochaine récolte. Cultiver l'ail en observant la plante plutôt qu'en suivant strictement le calendrier transforme chaque saison en apprentissage direct. Vous cessez de suivre uniquement les recommandations générales et commencez à adapter chaque geste à votre sol, votre climat, votre variété. Ce savoir-faire se construit rang après rang, année après année, par l'observation et l'ajustement. Le même principe s'applique aux oignons et aux échalotes. Chacune possède ses propres signaux de maturité qu'il vaut la peine d'apprendre à reconnaître. Passons maintenant à la préparation du sol pour la prochaine plantation d'automne. Ce que vous faites après la récolte détermine directement la vigueur de l'ail que vous planterez en octobre. Beaucoup attendent la fin de l'été et se précipitent alors pour préparer le carré, mais le sol a besoin de temps pour se stabiliser, pour que la matière organique se décompose correctement et que la structure se raffermisse sans tasser. Si vous plantez dans un sol fraîchement retourné et enrichi, les cailleux s'enfoncent de manière inégale pendant l'hiver. Certains remontent en surface avec le gel, d'autres s'enterrent trop profondément et la levée devient irrégulière. Commencez donc dès juillet ou début août, aussitôt la récolte terminée et le carré libéré. Arrachez les restes de racines et de tiges, puis retournez légèrement la terre sur 15 à 20 cm de profondeur, sans bouleverser les couches profondes. L'ail préfère un sol meuble en surface mais stable en profondeur, où l'eau s'écoule sans stagner et où l'air circule librement. Si votre sol reste compact et argileux, ajoutez du sable grossier ou du compost bien mûr. Jamais de fumier frais ni de compost encore chaud qui brûlerait les jeunes racines. Le compost doit être noir, friable, sans odeur forte, complètement décomposé depuis plusieurs mois. Étalez une couche de 2 à 3 cm sur toute la surface, puis incorporez-le en surface sans l'enfouir trop profondément. L'objectif est d'améliorer la structure sans créer de poches de matière organique active qui fermenteraient sous les cailleux pendant l'hiver. Vérifiez ensuite le pH de votre sol. L'ail pousse mal en sol acide, en dessous de 6, et préfère un pH proche de 6,5 à 7. Un sol trop acide ralentit la croissance, favorise certaines maladies fongiques et réduit la disponibilité des nutriments. Si vous n'avez pas de kit de test,
procurez-vous-en un dans une jardinerie ou un laboratoire local. Ces tests coûtent peu cher et vous donnent une indication fiable en quelques minutes. Si le sol est acide, épandez de la chose agricole ou de la dolomie selon les recommandations du fabricant, généralement entre 100 et 200 grammes par mètre carré, puis incorporez-la légèrement en griffant la surface. Laissez ensuite le sol reposer plusieurs semaines pour que le pH se stabilise avant la plantation. Pendant cette période, le carré peut sembler vide et inutilisé, mais sous la surface, le sol travaille, les micro-organismes décomposent la matière organique, les vers de terre creusent leurs galeries, l'humidité se répartit uniformément et la structure se tasse sans se compacter. Ne piétinez pas le carré, évitez de le retourner à nouveau. Si des adventices poussent, arrachez-les manuellement ou coupez-les au ras du sol avant qu'elles ne montent en graines. Un carré propre avant la plantation facilite l'entretien pendant l'hiver et réduit la concurrence pour l'eau et les nutriments dès la levée printanière. En septembre, environ 3 à 4 semaines avant la plantation, griffez légèrement la surface pour ameublir la croûte qui aurait pu se former après les pluies d'été. Cette opération suffit. Inutile de retourner profondément. Vérifiez que le sol s'émiette facilement sous vos doigts, qu'il n'est ni trop sec ni trop humide. Un sol bien préparé doit être meuble, aéré, légèrement humide en profondeur. Il se tient en place sans s'affaisser quand vous marchez à côté du rang. Si le sol reste collant et se compacte sous la pression, attendez quelques jours qu'il sèche légèrement avant de planter. Choisissez maintenant les cailleux de plantation parmi les têtes que vous avez récoltées. Sélectionnez les plus grosses têtes, celles qui sont fermes, bien enveloppées, sans trace de moisissure ni de ramollissement. Cassez-les en cailleux individuels quelques jours seulement avant la plantation, jamais des semaines à l'avance, car les cailleux nus perdent rapidement leur humidité et leur vigueur. Gardez la pellicule intacte sur chaque cailleux. Elle protège contre les maladies et les chocs pendant la mise en terre. Écartez les cailleux trop petits, ceux qui présentent des taches brunes, ceux qui sont mous ou fendus. Un petit cailleux donne une petite tête. Une tête malade transmet ses problèmes à toute la rangée. Certains jardiniers trempent les cailleux dans une solution fongicide homologuée ou dans une solution de permanganate de potassium très diluée avant la plantation pour réduire les risques de pourriture. Si vous choisissez cette méthode, respectez les dosages indiqués sur l'emballage et laissez les cailleux sécher complètement à l'ombre avant de planter. Ne plantez jamais des cailleux encore humides. L'humidité stagnante favorise les champignons pendant les premières semaines, quand les racines se forment. D'autres préfèrent planter directement sans traitement, en comptant sur un sol sain et une bonne rotation pour limiter les maladies. Les deux approches fonctionnent. Choisissez celle qui correspond à votre expérience et à votre jardin. Tracez les rangs à 15 ou 20 cm d'écartement selon la taille des têtes que vous voulez. Un écartement plus large facilite le binage, réduit la concurrence entre plants et permet aux têtes de grossir. Plantez chaque cailleux pointe vers le haut, à environ 5 cm de profondeur mesurée depuis la base jusqu'à la surface. Une plantation trop superficielle expose les cailleux au gel. Une plantation trop profonde retarde la levée et affaiblit les pousses. Enfoncez légèrement chaque cailleux dans le sol meuble, sans trop tasser, puis recouvrez de terre fine. Évitez les poches d'air autour du cailleux. Elles favorisent le dessèchement et retardent l'enracinement. Une fois tous les cailleux plantés, paillez le carré avec une couche de paille, de feuilles mortes ou de tonte séchée, épaisse de 5 à 7 cm. Le paillis protège le sol du gel, limite l'érosion, maintient une humidité stable et réduit la levée des mauvaises herbes pendant l'hiver et le printemps suivant. Évitez le foin qui contient des graines d'herbe, préférez la paille propre ou les feuilles mortes bien sèches. Étendez le paillis uniformément sur toute la surface sans laisser de zone nue. En mars, quand les pousses percent, écartez légèrement le paillis autour de chaque plant pour faciliter la croissance, mais laissez-le en place entre les rangs. Il conservera ses bénéfices tout au long de la saison.